Pendant 15 ans, Elias Méric avait vécu selon 3 règles immuables. Ne jamais s'approcher de la crête nord. Ne jamais faire confiance aux bêtes blessées. Et ne jamais, sous aucun prétexte, regarder en arrière ce que l'on a laissé derrière soi. Mais ce matin-là, ces 3 règles allaient voler en éclats comme du verre frappé par un marteau. L'étalon apparut à l'aube, boitant hors d'un voile de brume qui s'accrochait au sapin comme de la fumée. Sa robe était de la couleur de la terre humide, sa crinière emmêlée d'aiguilles de pin, et une profonde entaille marquait son flanc, le genre de blessure qui aurait dû mettre fin à la vie d'une créature depuis des jours. Pourtant, il était là, respirant difficilement, les yeux fixés sur Elias avec un regard qui exprimait plus que de la douleur. Quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Les animaux de ces montagnes évitaient les hommes comme lui. Ils couraient, se cachaient, survivaient en restant invisibles. Mais celui-ci était venu droit vers lui. Elias s'approcha lentement, une corde enroulée à la main, la voix grave et apaisante. « Doucement, mon garçon, doucement. » D'habitude, ce ton suffisait à calmer même les créatures les plus sauvages. Mais l'étalon ne broncha pas et ne s'enfuit pas. Au contraire, il fit un pas en avant, se rapprochant suffisamment pour qu'Elias puisse sentir l'odeur du sang séchant dans sa fourrure, suffisamment pour voir quelque chose qui lui coupa le souffle. Enchevêtré dans la crinière sombre de l'animal, il y avait un morceau de tissu bleu, effiloché, usé par les intempéries, mais indéniablement familier. De la même couleur que la robe d'été que portait sa femme le dernier matin où il l'avait vue. Alors qu'Elias tendait la main, le tonnerre roula sur les sommets comme un grondement venu du ciel. Les yeux de l'étalon s'écarquillèrent, le blanc apparaissant autour des pupilles. L'instant d'après, le chaos éclata. Le cheval se cabra, la corde se tendit autour du poignet d'Elias, et avant qu'il n'ait pu maudire sa propre imprudence, 15 années d'isolement solitaire et délibéré prirent fin brutalement. Le cheval s'élança, non pas n'importe où, mais vers le seul endroit où Elias s'était juré de ne jamais aller, la crête nord. Lié par la corde et les circonstances, il n'avait d'autre choix que de le suivre. La traction lui déchira la peau du poignet. L'air s'engouffra dans un tourbillon de pain et de poussière. Tous les instincts qu'il avait affinés dans la solitude lui criaient de lâcher prise, de couper la corde, de se sauver. Mais quelque chose dans ce morceau de tissu bleu, quelque chose d'atrocement humain, le poussait à s'accrocher. Quand enfin l'étalon ralentit, Elias se remit debout en titubant, l'épaule en feu. Il connaissait ces bois comme il connaissait les lignes de ses propres paumes, mais cet endroit, cette partie de la crête, était un lieu qu'il avait évité comme une blessure qui refusait de guérir. Le cheval se tenait à 10 pas de lui, son souffle formant de la buée dans l'air frais du matin. Ses yeux rencontrèrent à nouveau ceux d'Elias, non plus sauvages, mais étrangement compréhensifs. La blessure sur son flanc était profonde mais nette, probablement causée par une pierre ou une branche. Il pourrait survivre si Elias parvenait à le calmer assez longtemps pour soigner sa blessure. Elias avait soigné suffisamment d'animaux blessés au cours de ces années de solitude, plus par nécessité que par compassion. Vivre ici signifiait soit soigner ce qui était cassé, soit le regarder mourir, et il en avait assez de regarder. Doucement, doucement, murmura-t-il à nouveau en tendant sa main rugueuse et burinée. L'étalon ne s'éloigna pas. Il pressa son museau contre sa paume avec une douceur qui le désarma complètement. C'est alors qu'il le vit clairement, le tissu. Le tissage exact, la teinte particulière bleuet, même la petite déchirure dans un coin où une épine s'était accrochée autrefois. Son estomac se noua alors qu'un souvenir, indésirable et irrépressible, remontait du fond de son esprit. Clara portait cette robe le matin où tout a changé. Elle étendait le linge derrière leur cabane, fredonnant cette mélodie qu'elle fredonnait toujours quand elle pensait que personne ne l'écoutait. La lumière du soleil se reflétait dans ses cheveux, et pendant un instant, Elias avait pensé qu'aucun peintre ne pourrait jamais capturer cette nuance de chaleur. Il coupait du bois, faisant semblant de ne pas la regarder. Puis vint le feu. Puis vint le silence. À présent, avec le même tissu bleu emmêlé dans la crinière de cet animal à moitié mort, Elias sentit les années s'effondrer en un moment aigu et insupportable. Ses doigts effleurèrent le tissu au moment où le tonnerre retentit à nouveau dans les montagnes, un grondement sourd qui fit trembler le sol sous ses bottes. Le cheval se raidit instantanément, ses muscles se contractant sous sa robe comme des câbles tendus. « Dousement, Dousement » commença Elias, mais sa voix se brisa sous le poids de quelque chose qu'il ne comprenait pas encore. Le cheval se cabra à nouveau,
ses sabots fendant l'air à quelques centimètres de sa tête. La corde autour de son poignet se tendit, le faisant tomber. Avant qu'il ne puisse se libérer, l'animal s'élança une nouvelle fois, sauvage, paniqué, imparable, le traînant sur le sol rocailleux vers la crête qui hantait ses rêves depuis 15 ans. Élias tenta d'enfoncer ses talons dans la terre, mais la montagne ne lui accorda aucune pitié. Les pierres lui déchiraient les mains, les ronces s'accrochaient à ses vêtements, mais les talons continuaient de galoper. Chaque foulée les rapprochait de la falaise, cette arête déchiquetée surplombant le creux qu'il s'était juré de ne plus jamais revoir. Il cria, mais il ne pouvait entendre sa propre voix dans le rugissement de la tempête. Du sang coulait le long de son bras, là où la corde le serrait, mais cette douleur n'était rien comparée à la peur qui montait dans sa poitrine, la peur que, d'une manière ou d'une autre, le destin le ramène à l'endroit où il avait enterré son âme. La crête se rapprochait. Un éclair illumina les pins tordus et les rochers glissants, le même terrain qu'il avait fui la nuit de l'incendie. Il revit la scène, la fumée, les cris, les flammes qui léchaient le ciel. Cette nuit-là, des mains invisibles l'avaient retenu, des voix lui disant qu'il n'y avait plus rien à sauver. Alors il s'était enfui. Il avait construit sa cabane loin de tout. Il avait vécu comme un fantôme en pénitence. À présent, alors que l'étalon le traînait vers cette crête maudite, Élias comprit quelque chose qui lui glaça le sang. Quoi qu'il y ait au-delà de cette falaise, quelle que soit la vérité vers laquelle la tempête le poussait, elle n'en avait pas encore fini avec lui. Élias resta assis là longtemps, la pluie ruisselant sur son visage, ne sachant pas si l'eau qui brouillait sa vision venait du ciel ou de son propre incrédulité. Les lumières de la cabane en contrebas clignotaient, chaudes et régulières, épargnées par la tempête, tandis que la fumée de leur cheminée s'élevait en spirale calme. Cette stabilité, cette normalité impossible, le brisa plus que n'importe quelle tombe n'aurait pu le faire. Il avait enterré 2 cercueils de ses propres mains. Il avait lui-même gravé leurs noms sur des croix en bois, Clara Méric et Anna Méric, âgés de 6 ans. Il avait regardé la terre engloutir son monde. Et pourtant, elles étaient là, respirant, bougeant, vivant sous le même ciel qui l'avait écrasé. La montagne, semblait-il, avait gardé ses propres secrets. L'étalon s'agita derrière lui, secouant la pluie. Élias se retourna, regardant la créature d'un œil nouveau, non pas comme une bête, mais comme un messager. Le tissu bleu emmêlé dans sa crinière flottait comme un signal. Il le défit, les doigts tremblants. Le tissu était doux à cause de son âge et de son utilisation, mais brodé près de l'ourlet, à peine visible et presque effacé par l'usure, se trouvaient 2 petites lettres, AM. Anna Méric. Sa gorge se serra. Il pressa le tissu contre sa poitrine, puis regarda à nouveau vers la vallée. Il ne voyait aucun chemin pour descendre, seulement des falaises escarpées et des pins. Pourtant, il avait passé la moitié de sa vie dans ces montagnes. S'il y avait un moyen, il le trouverait. Il se leva, les genoux endoloris par des années de travail dans le froid, et se mit en route le long de la crête, à la recherche d'une descente. Le cheval le suivit sans qu'il ait besoin de lui donner l'ordre. À la tombée de la nuit, la tempête était passée, laissant l'air vif et pur. La brume flottait comme un souffle à travers les arbres. La lune se leva, argentant les feuilles humides. Quelques heures plus tard, Élias trouva ce qu'il cherchait. Un sentier étroit creusé dans la roche, à moitié caché par des pins tombés et de la mousse. Un homme pouvait l'emprunter s'il avait autant confiance en sa monture qu'en son courage. Il monta sur l'étalon. « Voyons si tu as été envoyé pour plus d'une raison, » murmura-t-il, puis il poussa l'animal en avant. La descente était périlleuse, avec des lacets si serrés que ses bottes effleuraient la paroi de la falaise, et des précipices qui disparaissaient dans le néant noir. Mais à l'aube, ils atteignirent le bassin inférieur, où un épais brouillard recouvrait le sol. L'air sentait la fumée de cèdre et la terre humide. Élias mit pied à terre et conduisit le cheval à pied, en restant près des arbres. Derrière un bouquet de trembles, il aperçut à nouveau les cabanes, plus proches maintenant, bien réelles. Des outils étaient suspendus aux clôtures, des paniers d'herbes séchaient, un sifflet sculpté par un enfant reposait sur une souche. Tout semblait habité, aimé, paisible. Il avait envie de se précipiter, de crier son nom jusqu'à ce que les montagnes le renvoient en écho. Mais quelque chose l'en empêcha. Quelque chose de petit, un bruit. Des pas. Il se cacha derrière les arbres. 2 hommes marchaient sur le chemin menant au corral, des fusils en bandoulière. Ils portaient des insignes de shérif, vieux,
ternie par le temps, mais qui brillait encore dans la lumière du matin. L'un d'eux rit. « Tu crois qu'elle dira un jour la vérité à la fille ?» L'autre cracha par terre. « Quelle vérité ?» Que son père est toujours là-bas. Qu'il les croit morts? Elle est plus en sécurité sans savoir. Lui aussi. Le premier homme secoua la tête. J'ai entendu dire qu'elle était agitée ces derniers temps. Elle n'arrête pas de poser des questions sur l'incendie. Alors il est peut-être temps de lui rappeler qu'il a gardé en vie. Ils s'éloignèrent, laissant Elias figé derrière les arbres, le cœur battant à tout rompre. C'était donc ça. Des mensonges. Tout ça. Quelqu'un ces hommes, peut-être d'autres les avaient séparés, avaient simulé leur mort, avaient enterré des cercueils vides pour enterrer la vérité. Il serra les mâchoires jusqu'à en avoir mal. 15 ans. 15 ans de silence et de fantômes, tout cela parce que quelqu'un avait décidé qu'il n'était pas censé savoir. Il s'approcha des cabanes, restant dans l'ombre. Ses yeux scrutèrent chaque forme familière, le porche où Clara écossait les pois le soir, la fenêtre où Anna dessinait avec son souffle sur la vitre. Tout était comme avant, et pourtant complètement différent. Au bord de la clairière se trouvait une vieille grange. Ses portes étaient à moitié pourries, mais quelque chose l'attirait vers elle. Il se glissa à l'intérieur, laissant l'obscurité l'engloutir. L'odeur du foin, de la poussière et de l'huile le frappa, et en dessous, faiblement, l'odeur de la fumée. L'intérieur était encombré d'outils, de tonneaux et de caisses. Dans un coin, un petit bureau se trouvait sous une fenêtre. Des papiers y étaient soigneusement empilés, maintenus en place par une lanterne rouillée. Il s'approcha, les planches craquant sous ses bottes. La plupart des papiers étaient des registres, des notes, des reçus, des choses banales. Mais une lettre pliée, scellée à la cire et marquée de l'insigne du shérif, se trouvait à l'écart des autres. Ses mains tremblaient lorsqu'il brisa le sceau. « Madame Merrick, Nous avons le regret de vous informer que votre mari, Elias Merrick, a péri dans l'incendie qui a ravagé la Crète il y a 3 jours. Son corps n'a pas pu être retrouvé. Sur ordre du bureau du shérif, vous et votre enfant allez être transférés dans la colonie de la vallée où vous serez placés sous protection jusqu'à nouvel ordre. N'essayez pas de quitter les lieux ni de contacter des personnes extérieures. Pour votre sécurité, la montagne oubliera vos noms. Sheriff Calder Avery. » La vue d'Elias se brouilla. Il relut la lettre, plus lentement, comme si les mots pouvaient changer. Le shérif, son vieil ami. L'homme qui l'avait aidé à construire sa cabane, qui s'était tenu à ses côtés lors de leurs funérailles. Garde à vue. C'est ainsi qu'il l'avait appelé. Il regarda à nouveau autour de lui dans la grange, non plus avec tristesse, mais avec lucidité. Les murs étaient couverts de gravures effacées, des noms, des dates. L'une d'elles attira son attention près du cadre de la porte, EM 1889. Ses propres initiales, gravées il y a longtemps. Il tendit la main pour les toucher, et sous la poussière, ses doigts trouvèrent des entailles récentes, de nouvelles lettres ajoutées plus tard. Toujours là. J'attends. Les mots étaient peu profonds, petits, comme s'ils avaient été gravés à la hâte avec une lame. Mais c'étaient les siens. Ceux de Clara. Il eut le souffle coupé. Elle n'avait pas été libre, pas vraiment. Ils avaient été prisonniers dans leur propre vallée. Cachés du monde. Cachés de lui. Elias plia la lettre, la glissa dans son manteau et sortit dans la lumière du matin. Le soleil se levait maintenant, répandant son éclat doré à travers la brume. Les cabanes étaient silencieuses, paisibles, les 2 hommes de loi avaient disparu. À l'une des fenêtres, une ombre bougea la silhouette d'une femme, qui s'arrêta comme si elle sentait quelque chose derrière la vitre. Il faillit l'appeler. Le mot atteignit ses lèvres, y trembla. Mais au lieu de cela, il se retourna vers les arbres. Pas encore. Il allait découvrir pourquoi ils avaient été enterrés vivants. Qui avait donné l'ordre. Qui l'avait regardé pleurer pendant qu'il vivait sous bonne garde. Et quand il connaîtrait la vérité, la vraie vérité, il reviendrait les chercher. Cette fois, il ne laisserait personne se mettre en travers de son chemin. Lorsqu'Elias atteignit à nouveau la crête supérieure, le soleil avait depuis longtemps disparu derrière les sommets. L'air s'était raréfié, transportant l'odeur de la sève de pin et de l'huile à fusil. Il avait laissé la vallée derrière lui, mais son image, celle du visage de Clara, de la vie qui lui avait été volée, s'accrochait à son esprit comme de la fumée. Il chevaucha en silence pendant des heures, jusqu'à ce que la lune se lève,
brillante et claire, plongeant le paysage dans un relief argenté. Quelque part loin en contrebas, un loup hurla. Le cheval dressa les oreilles, mais continua d'avancer d'un pas assuré, comme s'il savait où aller. Ils s'arrêtèrent près d'une vieille cabane de garde forestier, qui n'était guère plus qu'une masure à moitié recouverte de mousse et de neige fondue. Elias s'en souvenait depuis des années, les hommes de Calder-Avery y stockaient leurs provisions lorsqu'ils patrouillaient dans la région. Si l'insigne du shérif était à l'origine de la captivité de Clara, quelqu'un avait dû être ses yeux et ses mains, quelqu'un qui avait exécuté les ordres et qui connaissait l'existence de la vallée. Et Elias avait l'intention de le trouver avant l'aube. Il attacha son cheval et s'approcha de la cabane. La porte était entr'ouverte, la lumière d'une lampe éclairait faiblement la boue. Des voix murmuraient à l'intérieur, 2 hommes. Il en saisit quelques bribes. Avery doit accoucher la semaine prochaine, et elle recommence à poser des questions. Le pouls d'Elias ralentit, ses instincts s'aiguisèrent comme le tranchant d'une lame. Il s'approcha, silencieux comme la neige qui tombe, jusqu'à ce qu'il puisse voir à travers l'interstice. À l'intérieur, un homme était assis, penché sur une table, nettoyant son fusil avec un soin méthodique. L'autre était appuyé contre le mur, plus jeune, nerveux, sa main se crispant vers sa hanche à intervalles réguliers. Leurs insignes brillaient à la lueur de la lanterne. Elias reconnut immédiatement le plus âgé. L'adjoint Rowe. De larges épaules, un nez tordu, un homme qui avait autrefois partagé son feu de camp, avant que tout ne brûle. Il attendit que Rowe se lève et se retourne légèrement. Puis Elias poussa la porte avec un grincement délibéré. Les 2 hommes se retournèrent, leurs fusils à moitié levés. Rowe plissa les yeux. Bon sang. Merrick? Elias ne répondit pas. Il entra dans la lumière, le visage marqué par les années, le regard sombre et fixe. Le fusil du jeune adjoint trembla. Vous êtes censé être mort. La voix d'Elias était calme, même posée. Tout comme ma femme et ma fille. Mais il semble que le shérif avait d'autres plans. Rowe baissa lentement son arme, la mâchoire serrée. Tu ne comprends pas dans quoi tu t'embarques. Oh, je comprends très bien, dit Elias en s'approchant. Tu as enterré 2 cercueils vides et tu as dit à un homme que sa famille avait disparu. Tu as appelé ça de la protection. Moi, j'appelle ça du vol. Rowe soupira en se frottant la barbe. Tu crois que ça m'a plu? Cet incendie n'était pas naturel. Nous avions reçu l'ordre de faire sortir Clara et l'enfant, sans rien dire. Le shérif a dit que la montagne n'était plus sûre. Sûr de quoi? Demanda Elias. Rowe hesita. Son regard se posa sur le jeune homme. L'enfant prit la parole le premier. Sûr de toi, vieil homme. Elias retint son souffle. Quoi? Le regard de Rowe se baissa. Ils nous ont dit que c'était toi qui avais allumé le feu. Ils ont dit que tu avais perdu la tête après l'effondrement de la mine. Que tu étais dangereux. Elias s'avança, les planches grinçant sous ses bottes. Et vous avez cru ça? Nous avons vu la fumée. Nous t'avons vu courir depuis la crête. Vous m'avez vu essayer de les rejoindre. Sa voix fendit l'air comme un coup de tonnerre. J'ai creusé jusqu'à ce que mes mains saignent. J'ai enterré ce que je pensais être leur corps. Un silence épais et glacial s'installa. Même le jeune adjoint baissa son arme, incertain. Le visage de Rowe était devenu pâle. Alors ils nous ont menti aussi. La fureur d'Elias se transforma en quelque chose de plus tranchant, la détermination. Où est Avery maintenant? Rowe hesita. Il s'est installé près de la rivière il y a des années. Il tient un petit poste près des mines. Il continue à mener ses patrouilles de protection. Mais Merrick, si tu pars à sa recherche, tu ne reviendras pas. Je suis déjà mort depuis 15 ans, dit Elias calmement. Qu'est-ce qu'un voyage de plus vers la tombe? Il se retourna pour partir, mais la voix de Rowe l'arrêta. Tense. Si tu veux t'en prendre à Avery, tu auras besoin de preuves. Il y a un registre, enfermé dans le coffre-fort du bureau. Des noms, des dates, des ordres. C'est la seule chose qui permettra de révéler ce qui s'est réellement passé. Elias le regarda. Alors, tu vas me faire entrer. Rowe hésita, puis acquiesça d'un signe de tête lent, réticent, mais sincère. Retrouve-moi demain au coucher du soleil près du sentier Hay. Je t'accompagnerai jusqu'à l'avant-poste. Le jeune adjoint commença à protester, mais Rowe le fit taire d'un regard.
Élias acquiesça d'un signe de tête, puis s'enfonça dans la nuit. L'air lui mordait la peau lorsqu'il remonta en selle. En contrebas, la vallée était enveloppée de brume, un secret que le monde avait oublié. Devant lui, les sommets brillaient d'un éclat argenté sous le clair de lune, menant vers les plaines fluviales, et vers l'homme qui avait réécrit sa vie. Alors que l'étalon s'éloignait, Élias jeta un dernier regard en arrière. À travers les arbres, la faible lumière de la cabane vacillait comme une bougie mourante. Il repensa au message gravé par Clara, toujours là. « J'attends. » Lui aussi. Mais l'attente touchait à sa fin. La plaine fluviale était silencieuse sous un ciel couleur d'acier terni. Élias chevaucha toute la journée, sous la neige fondue et le vent, jusqu'à ce que le terrain s'aplanisse en broussailles et schistes. Les montagnes se profilaient désormais loin derrière lui, fantômes de pierre et de neige. Devant lui, le poste de police du shérif s'élevait du fond de la vallée comme une cicatrice. Un bâtiment trapu en bois et en tôle, entouré de clôtures et de lanternes. Rowe attendait déjà au début du sentier, sa cape bien serrée autour de lui, le regard inquiet. Quand Élias mit pied à terre, l'adjoint lui fit un signe de tête laconique. Le registre est dans le bureau. Avery garde la clé sur lui. Élias vérifia le revolver à sa hanche, le même qu'il n'avait pas sorti depuis 15 ans. Et les gardes? 2 à l'extérieur. Peut-être 3 autres en patrouille. Mais il a le sommeil léger. Le vent les transperçait, tranchant comme du verre. Rowe hesita. Tu es sûr de vouloir voir ce qu'il y a là-dedans, Merrick? Parfois, la vérité fait pire que les mensonges. Le regard d'Élias était déterminé. Les mensonges m'ont déjà tué une fois. Ils avancèrent à la faveur de l'obscurité, longeant la clôture périphérique. Les lanternes sifflaient et vacillaient dans le vent. Chaque craquement de bois et chaque cliquetis de ferrure semblait trop fort. Rowe le conduisit à une porte latérale, à moitié cachée derrière les écuries. Cela vous mènera au bureau. Je retiendrai quiconque viendrait chercher. Élias lui serra l'épaule, non pas pour le remercier, mais pour lui témoigner sa reconnaissance. Puis il se glissa à l'intérieur. Le couloir sentait la poussière et le whisky. Des bottes raclaient le plancher au-dessus d'eux, au rythme lent d'un homme qui faisait les 100 pas. Il suivit le bruit jusqu'à ce qu'il s'arrête derrière une lourde porte marquée « Shérif Caldé Avery ». Il poussa la porte. L'homme derrière le bureau leva les yeux, plus âgé, plus corpulent, mais indéniablement lui. Les cheveux d'Avery étaient devenus blancs, mais ses yeux étaient les mêmes. Perçants, calculateurs, vigilants. Pendant un long moment, aucun des deux ne parla. Puis le shérif se pencha en arrière sur sa chaise et sourit faiblement. « Que je sois damné. » Elias Merrick. De retour d'entre les morts. Élias entra et referma la porte derrière lui. On dirait que je n'ai pas été enterré assez profondément. Avery lui indiqua la chaise vide. Tu as fait un long voyage pour déterrer de vieux fantômes. Je suis venu pour la vérité. La vérité, répéta Avery doucement, presque amusé. Tu crois que c'est aussi simple que ça? Assieds-toi, je vais te la donner. Élias ne s'assit pas. Tu m'as menti. Tu leur as menti. Tu m'as pris ma famille. J'ai sauvé ta famille, dit Avery d'un ton plus vif. Cet incendie n'était pas un accident, Merrick. C'est la compagnie minière qui l'a provoqué. Ils voulaient te faire disparaître. Tu avais découvert quelque chose que tu n'aurais pas dû. Élias fronça les sourcils. Le registre. Avery acquiesca. Tu es tombé sur la preuve que la compagnie déversait des résidus miniers dans la rivière, empoisonnant toute la vallée. Tu ne l'as pas fait. Alors ils ont mis le feu à la crête pour tout enterrer, toi avec. J'ai fait sortir ta femme et ton enfant avant que les flammes n'atteignent la cabane. C'était le seul moyen de les protéger. En me laissant croire qu'ils étaient morts? Demanda Élias d'une voix basse, tremblante de rage contenue. Si tu avais su qu'ils étaient vivants, tu serais parti à leur recherche, répondit Avery. Et ils vous auraient tous les 3 tués. Je t'ai donné une tombe et leur une vie. C'était le seul compromis que la montagne pouvait accepter. Élias le fixa du regard, les mots glissant comme de la glace dans son esprit. Alors pourquoi les garder enfermés? Le sourire d'Avery s'estompa. Parce qu'une fois que vous commencez à mentir pour sauver quelqu'un, vous devez continuer à mentir pour le protéger. Les hommes de la compagnie continuent de traverser ces collines.
s'ils apprennent que votre famille a survécu. Il s'interrompit, laissant le reste en suspens. Elias regarda le coffre-fort derrière le bureau. Le registre. Il est toujours là. Les yeux d'Avery se posèrent dessus, juste un instant, mais cela suffit. Elias sortit son revolver. Booch. Pour la première fois, Avery eut l'air effrayé. Elias. Ouvre-le. Le shérif se leva lentement, se dirigea vers le coffre-fort et tourna le cadran. Le cliquetis des goupilles rompit le silence. Lorsque la porte s'ouvrit, Elias aperçut à l'intérieur un livre relié en cuir, épais et usé. Il s'en empara et le feuilleta. Des noms. Des paiements. Des ordres. Son propre nom griffonné en bas de page, Merrick éliminé. Suspension de la lutte contre l'incendie. La preuve. Il referma le livre et leva les yeux vers l'homme qui avait enterré sa vie. Tu aurais pu me le dire, dit-il doucement. Tu aurais pu me faire confiance. Avery le regarda dans les yeux. Tu serais retourné les chercher. Et ils seraient réduits en cendres à présent. Parfois, sauver des gens signifie détruire leurs souvenirs. Elias leva son arme, le canon bien stable. Et moi, alors? Tu étais déjà parti, dit doucement Avery. Tu ne le savais pas, c'est tout. La pièce retint son souffle. La lanterne vacilla. Dehors, le vent gémissait à travers les fils de la clôture comme un chant funèbre. Pendant un long moment, aucun des deux ne bougea. Puis Elias baissa son arme. Tu ne vaux pas la peine que je gaspille une balle. Il se tourna vers la porte. Avery expira, à moitié soulagé, à moitié incrédule. Que vas-tu faire maintenant? Elias marqua une pause. Je vais rentrer chez moi. Il quitta le bureau, le registre sous le bras. Derrière lui, le shérif resta assis seul dans la pénombre, le poids de ses propres choix pesant sur lui comme une pierre. Au moment où les premières lueurs pâles de l'aube touchèrent le ciel, Elias était déjà en route vers les montagnes. L'étalon avançait avec aisance sous lui, comme s'il sentait le changement non pas dans le paysage, mais chez son cavalier. Il ne ressentait plus l'appel de la vengeance, seulement la douleur des années perdues. La vérité contenue dans le registre était lourde, mais elle était aussi pure, comme une blessure enfin exposée à l'air libre. Quand il atteignit la crête surplombant la vallée cachée, la brume matinale s'élevait, lente et lumineuse. En contrebas, de la fumée s'échappait à nouveau des cheminées. Une femme se tenait près du corral, levant le visage vers la lumière. Clara. Cette fois, il ne se cacha pas. Il descendit le sentier, les sabots du cheval fouettant doucement la terre humide, jusqu'à atteindre la clairière. Le bruit la fit se retourner. Pendant un instant, elle se contenta de le regarder, l'incrédulité, le choc et l'espoir se succédant sur son visage comme des vagues. Puis elle courut vers lui. Les années qui les séparaient s'évanouirent en un instant. 15 hivers, 15 saisons vides, disparus comme la brume sous le soleil. Quand elle le rejoignit, elle ne dit rien. Elle se contenta de presser son front contre sa poitrine, et il l'enlaça. Derrière eux, les montagnes se dressaient, silencieuses et infinies, témoins comme elles l'avaient toujours été. Le passé ne pouvait être effacé, mais il pouvait être affronté. Et pour Elias Merrick, cela suffisait.